Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de partager aujourd'hui un très bon moment. Vous allez voir, vous allez le partager avec moi, avec Marie Delatour, qui écrit ce livre formidable de l'hôpital Sainte-Anne. Aux rives du Gange. Tout un programme, c'est tout un voyage. Ouais. Bonjour Marie. Bonjour Olivia. Alors, je suis très heureuse de partager cela avec toi parce que ce livre est très, très surprenant. Oui, il me surprend moi-même, je crois. Alors, avant de parler du livre, comment es-tu arrivée à éditer ce livre? Alors, On est venu te chercher? C'est Non. toi qui l'as proposé? Comment ça s'est je passé? faisais du yoga avec Anne Paris, qui est la compagne de Yann Kounen. Et Yann avait publié chez Mama Carnet de voyage intérieur, je crois. Quand j'ai envoyé mon manuscrit, je sais pas, c'est il y a 6 ans, je pense au moins. Et donc j'ai rencontré après Tigran et Mishka, Oui, qui les ont... cofondateurs de la maison Mama Édition. Voilà, merci. En fait, oui, à cette époque-là, ils m'ont dit, il y avait, je te montre, j'avais Parce qu'il y a écrit... donc 6 ans qu'il était... Il était fait. Oui. J'avais tout ça, en fait, tout ça. Oui, Je sais pas si on voit. Les 80, je sais pas, c'est 60% du livre qui était écrit. Après, c'est des annexes. Et donc, je fais une alternance de ce Oui. récit plutôt sombre et de ce récit carrément exalté, là, où je suis dans la lumière. C'est extraordinaire ce que je suis en train de vivre en Inde. Donc, enfin, je le mets au présent parce que, voilà, parce que je raconte tout au présent. oui. Et donc, je sais plus. Bon, de toute façon, pour résumer, pour les personnes qui ne te connaissent pas... Ah oui. Oui, dis-moi. Oui, en fait, ils ont dit maintenant, on a besoin d'avoir la femme que tu es devenue et l'équilibre en fait que tu as réussi à trouver Oui. entre toutes ces choses-là. Et en fait, j'ai mis 6 ans à écrire ces quelques, je sais pas, c'est 10 pages quoi. Les annexes. Bah oui, d'ailleurs, tu le dis. Tu dis bien que je Oui, ne sais pas comment conclure. Bah là, d'ailleurs, on commence la vidéo à la fin. On parle de la conclusion avant Mais du parce livre. que justement, c'est la conclusion qui raconte bien mon présent aussi et qui raconte finalement tout le chemin de ce livre. Donc, Parce que tu as une vision. Alors, tout d'abord, par rapport à ton enfance, ton adolescence, donc tu as grandi dans un milieu favorisé ouais. et tu as un regard hyper lucide sur tous tes copains, sur le milieu, sur toute cette sorte d'apparence, la superficialité, dans laquelle d'ailleurs tu n'adhères pas du tout. Puisque toi, tu regardes ça d'un regard extérieur, même si tu t'intègres au groupe, tu es quand même toujours... et tu regardes cela en étant en retrait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et à la fois en me sentant assez jalouse. Hein, j'aimerais bien être quand même comme ces filles. Oh, c'est complexe, c'est complexe. Oui, mais non, qui n'ont pas raison d'être malheureusement. Donc ouais, quand on les a, tu vois, à l'époque, moi je les vois, elles sont toutes belles, elles ont leur truc de marque. Nous, on est élevés quand même avec un truc de valeur. Mon père essaie de nous inculquer des valeurs, la valeur du travail, du prix des choses, etc. Donc nous, on n'est pas du tout avec des belles fringues. Donc il y a un truc un peu de voir ce monde-là et puis comme tu dis, en retrait, loin. Et c'est un peu... Je pense qu'il y a une espèce de colère aussi, justement. Hein. C'est un peu une jalousie, une colère qui fait que je vois les choses avec vachement de... Ça fait un regard marrant, je pense. C'est marrant parce que... Oui, il y a beaucoup d'humour, oui, justement. Je dis, c'est très lucide, c'est un peu noir, mais il y a beaucoup d'humour. Donc, c'est ça qui donne de la légèreté. Parce que donc, tu vas passer par une phase assez compliquée, assez difficile, de dépression. Et comment vas-tu finir finalement dans cet hôpital? Parce que, alors, est-ce que tu as écrit un journal à l'époque? Parce que tu as l'air d'avoir une telle mémoire de détails, ou alors ça t'a tellement marqué que tu as l'air d'être presque, tu vois, c'est une précision. Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais quelques notes, mais franchement, rien de très factuel ou... non, pas beaucoup d'écriture à l'époque. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, quand j'ai écrit, je me souvenais de quelques scènes. Donc j'ai commencé par faire un peu un déroulé de tout ce que j'avais envie, de toutes les scènes que j'avais envie d'écrire, que j'ai mis bout à bout. Et en fait, je suis allée vraiment me remettre dans l'endroit et le revivre complètement. Et de laisser les souvenirs défiler et revenir et revenir et revenir, et mon sentiment, et de plonger vraiment en essayant d'être le plus honnête et le plus transparent. Et il a fallu que j'y revienne plusieurs fois. C'est-à-dire que j'ai écrit un premier déroulé, et puis après, j'ai tout repris, depuis le départ. J'ai tout repris.
Ensuite, j'ai tout repris pour travailler le style. Enfin, ça a été un boulot sur 2 ans, je pense, d'écriture et de réécriture sur le premier. Parce que ça ne m'étonne pas. C'est Ouais. vraiment très très détaillé et Ouais. on voit la scène. En fait, c'est très imagé, c'est très visuel aussi. Mm. C'est ça qui me plaît bien. Mm. Parce que tu as fait des études de journaliste. Quand même. Voilà. Donc, Et avec un goût pour la vidéo, j'adore. ça se voit. Ouais. On le voit parce que quand tu fais tes descriptions de scènes, même pour l'Inde, après on en Ouais. parlera, tu vois le film en fait, qui défile. Mais parce que je m'y vois vraiment. Je fais ce travail de m'y voir vraiment et de décrire tout. Pour rester dans le contexte hôpital ou hospitalier, tu as été confronté à, on va dire, à une vision un peu particulière des médecins, Ouais. qui finalement ne sont pas forcément à l'écoute, qui ont la réponse toute faite médicamenteuse et qui t'ont un peu... Ah bah pour moi ça a été très violent. Après tout le monde n'est pas hyper sensible comme moi. Enfin voilà, je veux pas dire que les médecins sont tous des cons ou je sais pas. Ah non, C'est je pas... ne le disais pas, mais Non, je dis simplement que dans ton parcours... C'est vraiment important pour moi de le dire aussi que j'ai rencontré par la suite des gens formidables et tout. Enfin, et même oui, il y a le fameux docteur Vigne qui fait la préface. Voilà, il y a t'a le docteur sorti Vigne. de là. Et même en clinique, il y a eu le docteur Ben Yacoub, par exemple, à Meudon, je crois, qui était formidable. Enfin, je sais pas si j'en parle dans le livre, mais je pense que c'est important aussi de montrer cette face-là de la médecine, qui est en effet, qui prend le pouvoir et qui te dit c'est comme ça et qui décide de ton sort et que toi tu pourras plus jamais. Enfin, ça a été super violent pour moi, en effet. Oui, parce que cette expérience d'hôpital, c'est pas évident. Tu en parles, tu es enfermé dans une petite chambre, Ouais. en plus orange. Le linoléum Ah oui, orange, bah si je me ça fait rappelle, longtemps ouais, que je ne l'ai pas lu, moi. Ça m'a choquée parce qu'en plus Ouais, c'est ouais. une couleur violente, Ouais. justement, qui n'est pas dans le calme. Ouais. Moi, je me sens très agressée. Déjà, on m'enlève toutes mes affaires. Je raconte le thé. On m'enlève ma boule à thé. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et puis, en fait, quand on a envie de se faire mal, on trouve un moyen. D'ailleurs, là aussi, tu ne te sens pas à ta place. Finalement, Non. voilà, c'était Oui. ça ton problème. Oui. Dès le départ, tu ne te Carrément, sentais ouais. jamais à ta Jamais, place. jamais. Il n'y avait jamais un endroit où c'était... dans mon milieu, ma sensibilité ne pouvait pas exister. Dans clinique psy, là, dans l'institution, non plus. Même le milieu, alors on est d'un milieu, on est aristocrate, machin, mais après apparemment on n'a pas tellement d'argent, donc en fait on n'est pas vraiment accepté par les bourgeois. Oui, entre les deux, entre deux chaises. Mais c'est ça, et après, les milieux plus simples, nous on est les bourges, donc voilà, ils nous trouvent nazes, quoi. Enfin, donc, bon, moi je sais pas trop. Où te situer. Non, où te c'est placer. ça. Après cette période, donc tu rentres à la maison et tu vas passer ton bac, que tu vas avoir du premier coup, à la surprise un petit peu et à l'étonnement de tout le monde. Oui. Parce que tu tombes, je crois, sur quelqu'un qui est très à l'écoute. Et à un moment donné, d'ailleurs dans le livre, c'est très touchant parce que tu dis, enfin quelqu'un qui croit en moi, Oui. qui me croit capable de quelque chose. Oui, c'est cette Madame Husson, prof de maths au lycée Léonard de Vinci de Levallois. D'ailleurs, si je la retrouvais, je pense qu'elle serait heureuse de voir l'importance qu'elle a eue aussi. Donc, si elle écoute ce message, voilà, Madame Husson, c'est pour vous. Ouais. Non, ça a été fort, ça a été beau, ça a fait du bien, ouais. Et c'est peut-être pour ça que je l'ai eu, quoi, en fait. Certainement, ça a été le déclic. Oui, parce qu'elle a mis en place le tiers-temps, elle a mis en place, voilà, elle a tout aménagé pour se concentrer sur l'essentiel, et l'essentiel, ça a fait 10,02, quoi, et j'ai eu mon bac. Il y a eu une énergie forte qui m'a portée à ce moment-là, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire après ton bac? Alors, j'ai commencé par une année de droit à la fac de Nanterre. Alors, j'ai eu la chance d'assister aux cours magistraux de Guy Carcassonne, qui est un constitutionnaliste incroyable. Donc ça, c'est quand même génial d'avoir pu vivre ça. Mais voilà, à part ça, je me souviens de rien et ça me convenait pas, quoi. J'étais pas dedans. Donc? Et donc, journalisme. Alors, pourquoi je fais du journalisme? Je sais pas. Franchement, je sais même plus pourquoi j'ai eu envie de faire ça. Je fais une école de journalisme. Et c'est par cette école, finalement, que tu vas trouver un stage. Comment est-ce que tu finis sur les rives du Gange? Eh ben, il y a un truc un peu exotique qui se présente à moi quand même, avec ce truc d'adrénaline et puis d'un chemin un peu différent, où une voisine de péniche, parce que j'habitais avec mes parents sur une péniche, donc une voisine de péniche, qui promène son chien, qui explique à ma mère, je sais plus trop, que
que sa belle-fille est en Inde et qu'elle fait un documentaire sur le Dalai Lama. Donc là, tout est réuni, même pour les conversations dans les dîners, ça fait bien, quoi. Oui. Quand même, t'es parti en Inde pour le Dalai Lama, là, tout le monde connaît, dans le milieu, machin, tout le monde connaît, là. Donc ça remplissait tous les critères. Tous les critères, l'aventure, la reconnaissance. La bienfaisance, voilà. Le côté tout des était, valeurs. c'était jackpot, quoi. Je partais, Et puis en fait, c'est la grosse claque, quoi. Oui, quand tu le décris d'ailleurs, à l'arrivée, la grosse... ça grouille de bruit, de personnes, les rues, le chaos en fait. De l'Inde, et après des enseignements du Dalai Lama et de la portée, ce que ça vient chercher en moi, C'était la révélation, entre guillemets. Ah mais complètement, c'est clairement ce qui m'est arrivé, moi, c'est une révélation. Je me retrouve au milieu de ces bouddhistes, au milieu de ces moines. J'ai l'impression que ça me semble étrangement tout à fait familier. Alors que dans ma vie, il n'y avait aucune spiritualité. Enfin non, aucune, je ne peux pas dire ça. J'ai été élevée chez des sœurs, donc Jésus-Christ, voilà. Les messes, les rituels. Voilà, il y a quand même quelque chose qui a toujours été... j'ai adoré faire ma communion. J'avais une correspondance, c'est marrant, en t'en parlant, tout ça me revient aussi, avec une carmélite. J'avais une petite correspondance comme ça avec une... où je le mets qu'est-ce que c'est la vocation, mais pourquoi vous faites ça, enfin voilà, avec des questions d'enfants. Et j'ai toujours eu ces questions d'enfants sur tout, pose toujours 1000 questions, et là c'est à mon tour qu'on m'en pose, et c'est étrange, mais c'est drôle. Et là, quand tu pars en Inde, tu parles d'une petite fille qui s'appelle... Shambhavi. C'est ça, qui a 9 ans. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette petite fille, qui vous accompagne d'ailleurs pendant le documentaire, pendant votre trip, votre voyage? Alors c'est génial, parce que Shambhavi, elle a une histoire, alors déjà c'est incroyable. Shambhavi, elle habite avec sa maman dans le sud de l'Inde, et un jour, elle dit à sa mère: emmène-moi voir le Dalai Lama. Donc je sais pas, c'est au nord de l'Inde. L'Inde, c'est quand même, je sais plus combien de kilomètres ça fait, mais c'est un truc de fou. Oui, surtout avec leur transport en plus, donc ce qui rend les choses encore plus longues et difficiles. Voilà, elle dit à sa maman: écoute maman, je veux aller voir le Dalai Lama, et si tu ne m'y emmènes pas, je ferai une grève de la faim. Elle a 5 ans, donc elle dit ça à sa mère. Et avec sa mère, elles partent. Elles traversent toute l'Inde. Ils arrivent dans la résidence du Dalai Lama, dans le nord de l'Inde, et devant la porte, j'adore, il y a les gardes. Enfin, tout le monde ne rentre pas, quoi. C'est le Dalai Lama, je veux dire. Tout le monde voudrait rencontrer le Dalai Lama. Et donc, devant les gardes, elle arrive, elle dit, voilà, I want to see the Dalai Lama. Je voudrais voir le Dalai Lama. Et là, les gardes lui disent, non, mademoiselle, vous avez un rendez-vous, vous avez une lettre, une recommandation, un truc, enfin, je sais pas Surtout quoi. une petite fille de 5 ans. Et il lui dit: si vous ne me laissez pas rentrer, mes larmes ouvriront cette porte. Oh. Et là, les portes se sont ouvertes. Voilà. Elle a rencontré... Les gardes ont été interpellés par cette détermination, cette assurance de cette toute bébé fille, quoi. Enfin, 5 ans, quoi. Maintenant que j'ai des enfants de 5 ans, je vois ça. Ils font pas du tout ça à 5 ans, moi, mes enfants. Donc, elle rencontre le Dalai Lama. Et quand elle rencontre le Dalai Lama lui remet c'est les écharpes de vœux, d'Achidele, avec la petite écharpe qu'on te met autour du cou, le kata. Et là, on lui met un kata orange, et le Dalai Lama la reconnaît comme étant une amie d'une vie passée. Et là, voilà, et il la reconnaît comme étant une grande sainte, une sainte. À 5 ans. À 5 ans. Et elle va habiter avec le Dalai Lama enfin pas avec, voilà. Oui, j'ai compris. Mais dans l'enceinte du temple, elles vont venir s'installer avec sa maman. Et la petite fille, le Dalai Lama va vraiment la présenter officiellement. Il va y avoir des cérémonies où ils vont être tous les deux assis à côté sur des estrades devant des milliers de personnes, et où il va la présenter comme étant une grande sainte. Mais sachant que déjà, elle faisait, avant de venir, elle faisait déjà des meetings avec 10 000 personnes qui venaient la voir dans le sud de l'Inde. C'était déjà... donc, elle avait déjà une renommée. Voilà, donc je pense que la mère savait quand même que les intuitions de sa fille étaient à prendre au sérieux. Elle avait prédit par exemple un tremblement de terre qui était vraiment arrivé. Enfin, il y avait eu des trucs un peu mystiques déjà.
Et donc installée chez le Dalai Lama, elle se met à faire des pujas, des grandes prières, où elle invite... non, elle invite personne. Mais si, elle invite c'est ça, c'est génial. Elle invite des prêtres hindous. Donc c'est que des bouddhistes. C'est quand même deux religions très différentes, le bouddhisme et l'hindouisme. Ils ont les mêmes racines. Le bouddhisme vient de l'hindouisme, puisque Bouddha était hindou. Mais si tu veux, c'est quand même deux branches bien distinctes, avec des rites séparés, surtout le bouddhisme tibétain, tu vois. Donc, et au milieu dans l'enceinte du temple du Dalai Lama, elle fait venir des hindous, des indiens, des pandits, des prêtres indiens, qui viennent faire des grandes prières pour brûler la négativité des Chinois. Pour que le Dalai Lama puisse revenir, je sais pas, à 5 ans, vous connaissez des enfants qui font des grandes prières pour brûler la négativité des Chinois pour que le Dalai Lama rentre dans son pays d'origine? Parce qu'il est en exil depuis 1958. Depuis 1958, il a quitté le Tibet et il est exilé en Inde. Et depuis, il a monté des communautés qui sont hallucinantes. C'est hallucinant ce qu'il a réussi à construire dans un pays qui n'est pas le sien. Et comme l'Inde les a accueillis, c'est juste extraordinaire. J'ai jamais vu une diaspora aussi organisée, aussi... Puis dans la non-violence surtout. Ouais, c'est ça aussi. C'est complètement fou. Donc une inspiration. Et puis moi... tous mes concepts en fait, si tu veux changer le monde, commence par toi-même. Donc ça, c'est le Dalai Lama. Puis après, donc tu commences par, c'est très précis, tu commences par toi, tu es sympa avec ta mère, avec ton père. Oui, tu agrandis le cercle. Et petit à petit, ça fait tache d'huile. Donc toute ma conception du journalisme pète, tout mon monde pète, tout. Voilà, je me retrouve avec toutes mes... Oui, parce que toi, donc, excuse-moi, par rapport à ton périple ici, en fait, tu la côtoies, la petite fille. Mais oui. Elle est avec vous. Mais oui. Ben voilà. Oui, je suis au service de Shambhavi et de sa maman Usharani. Un honneur pour toi, en fait, de côtoyer de si près Ben oui, c'est très privilégié aussi, quand même. C'est très spécial, ouais. Donc, pendant ce périple, donc, tu as cette sorte d'ouverture spirituelle, enfin, qui s'amplifie encore plus, parce que tu l'avais déjà au départ. Et donc, tu vas rencontrer un médecin, le docteur Vigne, qui va lui aussi être une sorte de petite bombe. Ça va être quelque chose pour toi de très important. Ah oui, c'est important. Parce qu'il va te libérer de ces médicaments qui finalement t'intoxiquent. Il va te donner la force de... Tout à fait, et la guidance, et la légitimité, parce qu'il est psychiatre. Donc il a fait les études de médecin psychiatre, donc il a dans son bagage tout, la connaissance de la maladie psychique. Donc ça me permet de plonger dans cette vision spirituelle, enfin dans cette ouverture spirituelle, et de concrètement mettre les choses en place, quoi. Est-ce que tu l'as rencontré là-bas par hasard? Par hasard, non. Il était comme consultant un peu sur le film, tu vois. Une rencontre fortuite qui va d'ailleurs dans le sens où il te dit aie confiance en toi, tu peux guérir toute seule, tu n'as pas de médicaments, tu n'as pas besoin de tout cela. Voilà. Il m'a pas dit toute seule. C'est quand même un chemin, c'était quand même dur, ça a été possible pour moi dans certaines conditions parce que justement il était là, que je faisais des retraites avec lui, que avec Capucine on faisait du yoga tous les jours pratiquement avec le travail. Donc il y a ce tournage et après on revient à New Delhi où elle est basée et là la journée commence par du yoga, un peu de méditation et après on bosse. Et c'est un peu la condition essentielle. C'est si vous n'êtes pas dans cet alignement pour ce film, vous n'allez pas y arriver. Et ce qui est vrai, parce que ça touche à des choses qui sont le retour du Dalai Lama au Tibet. C'est la deuxième personne, pratiquement à la suite, qui me parle des bienfaits du yoga. Ouais. Donc vraiment pour l'équilibre, pour le psychisme, pour le physique, pour tout. Pour revenir dans son corps. Oui. Pour accepter ce qu'on vit dans notre corps. Et puis la souplesse du corps, tout simplement, corps-esprit, que tout ça soit harmonieux et que... Et moi, ça m'a fait faire la paix avec mon corps. J'étais en guerre, clairement. Donc, heureusement, parce que tu es magnifique. Oh, bah t'es trop lumineuse. Non, mais c'est vrai, tu as une telle douceur, une telle gentillesse, une telle ouverture.
Vraiment, on se sent très bien. Oh, c'est Tu gentil. crées autour de toi vraiment un cocon. Oh. C'est vrai. Bah, merci, merci. Combien de temps es-tu restée en Inde, finalement? Alors, 6 mois, puis Ah oui. 3 mois. Après, plus tard, Parce un que je mois. crois que tu ne l'évoquais pas la Non, durée. Ou du moins, pendant que je lisais, je ne savais pas si c'était 2 semaines, 3 semaines. Non, c'est presque un an en fait, parce que en fait j'y suis allée 6 mois, puis après je suis revenue en France et puis j'ai eu alors là j'étais hyper malheureuse hein. Quand je suis revenue en France dans la famille avec tout ce que j'avais vécu et où genre j'étais pas capable de raconter, j'avais arrêté et on attendait de moi quoi, j'avais fini mes études, ok bah t'as arrêté tes médicaments, bah allez go. Bah ouais mais non là donc bah, je veux peut-être apprendre le tibétain, je savais pas trop quoi. Et là je rencontre un ami de Jacques Vigne qui me dit bah je te paye ton billet pour repartir. Waouh. Et là incroyable quoi, Jean-Max Tassel. Oui, parce que là, j'allais dire, le retour devait être la douche froide. Ouais. Tu quittes un environnement dans lequel tu t'es épanoui, voilà. tu te découvres et tu reviens dans une sorte de froideur, de Et ça, routine. c'est après le livre. Donc, le livre, c'est les 6 premiers mois en Inde, en fait. Et enfin, non, là, je raconte que 1 mois, en fait. Je raconte que 1 mois. C'est l'impression que j'ai eue, que c'était vraiment très rapide, trop court. Oui. D'où ma question de me dire, mais comment tout s'est accompli, tout ce changement en aussi peu de temps? Non, voilà, ça a été... Pour arrêter les médicaments, j'ai mis 6 mois. C'est petit à petit. Puis tous les mois, je partais là où il avait un ashram. Mais alors, c'était un ashram minuscule. Hein, il y avait 4 chambres. C'était enfin, c'était pas pourri, mais bon, c'est enfin, rudimentaire, quoi. Oui. C'est rudimentaire. C'est par terre, c'est du béton. Enfin, c'est... Oui, c'était le strict minimum. En fait, on n'est pas là pour le décorum, on est là pour autre chose. Voilà. Donc je faisais des allers-retours, ça s'appelle Haridwar, la porte de Dieu. Et donc j'allais, c'est l'ashram de Manandamayi, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette sainte indienne. C'est d'une beauté. J'invite tout le monde à découvrir Manandamayi, qui est une sainte merveilleuse, je crois, qui venait du Bengale. Et donc voilà, bah, Jacques me guide. Dès qu'il a des séjours avec des Français, il m'invite. Moi, j'ai 0 argent. Moi, je fais ce film-là, je viens d'un bon milieu, mais à ce moment-là, j'ai pas trop d'aide non plus, quoi. Donc, et Jacques m'ouvre toutes les portes. Je peux l'appeler jour comme de nuit, ça va pas, ceci, cela. Il est là, il répond présent tout le temps. Il me fait des séances individuelles. Mais c'est complètement informel. Je veux dire, on est sur le toit de l'ashram et il n'y a pas de... C'était un ange. Ouais. On a tous des anges qui passent à un moment donné dans notre vie et qui nous tendent une main. Tout à fait. Jacques était un ange et ce qu'il me dit, donc j'écris une lettre où je le remercie. Oui. Et ce qu'il me dit, c'est en fait, c'était toute une équipe et c'est tout un ensemble de choses et c'est pas qu'une personne. Et c'est vrai que c'est hyper important de se souvenir que voilà, on crée autour de soi un environnement, une communauté. C'est tout un ensemble de choses qui fait qu'on guérit et qu'on guérit durablement. C'est pas simplement une personne comme ça, une fois, à qui on donne tout notre pouvoir. Ça marche pas. C'est même à éviter. Oui, c'est dangereux. Ça me semble dangereux. À la fin de ton livre, ce qui est très intéressant, ce sont les annexes. Ah, merci. Qui font, je dirais, un petit tiers ou un petit peu moins du livre. Oui, voilà, j'ai fait deux annexes. Une, c'est en gros ce que j'aurais voulu qu'on me dise ou qu'on dise à mes parents quand j'allais mal. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut dire à quelqu'un qui est sur un pont, quoi? Tu lui dis quoi? Bah, je t'aime, ta vie est précieuse, tu peux tout transformer. Des mots comme ça, apaisants, que j'aurais voulu entendre à ce moment-là, en fait. T'es pas nul, t'as le droit de chercher, t'as le droit de douter. Courage, genre courage. Et pas un truc, en fait, secoue-toi. Oui, ou secoue-toi, ou mais t'extrapoles, mais n'importe quoi, mais dis pas de bêtises, t'as pas envie de mourir. Mais si, j'ai envie de mourir là. En fait, quand t'as vraiment envie de mourir, ben oui, c'est horrible. Hein, t'as besoin qu'on te dise, je t'entends. Je t'entends, ouais, c'est dur et reste là, quoi. Tu vois, c'est... Ouais. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est à la fin de la deuxième annexe, c'est une sorte, c'est la lettre que le Dalai Lama a publiée en décembre 2010 et qui est très belle, porteuse d'espoir.
Oui, et ça, j'adore ce Moi aussi. truc-là. Ça fait partie, en fait, c'est l'idée qui est beaucoup développée dans le guide du Bodhisattva de Shantideva. Donc ça, c'est un penseur de l'Inde. Et donc, en gros, l'anxiété va pas t'aider, quoi. C'est facile à C'est-à-dire, dire, si mais tu as un problème c'est beaucoup et plus qu'il y a une subtil que ça. solution, Voilà, tu ne t'inquiètes pas, parce que la solution existe. Mais en exactement. revanche, si tu as un problème qu'il n'y a pas de solution, ce n'est pas la peine de t'inquiéter, puisque la solution n'y est pas. Voilà, Donc, change peut-être ton regard sur le problème. exactement. Ouais. Ouais, Ouais, je trouve ça très, ouais, très simple. c'est très Mais simple et très fort. ça a l'air de tellement évident, d'être Ouais. tellement évident, mais finalement, Ouais. Et puis à mettre en application, c'est toujours pareil, hein, les phrases, puis il y a le moment où il faut vraiment concrètement le mettre en application, puis c'est très dur en vrai, hein, de rester dans cette... Mais c'est bien de se le rappeler, et puis pourquoi pas, finalement, ça finit quand même par apaiser. Enfin, la preuve, j'ai l'impression d'avoir rien fait, mais je suis quand même plus à vouloir mourir tout le temps, à penser que je suis une grosse merde, donc c'est déjà pas mal. j'espère bien, parce que ce n'est pas le cas. Oh, C'est vrai. merci. D'ailleurs, ici, j'étais très touchée aussi par quelque chose. C'est parce que tu remercies, il y a pratiquement 11 pages, je les ai comptées, 11 pages de prénoms de personnes que tu remercies. Bah, j'avais envie que Et j'ai trouvé cette côté gratitude, reconnaissance était à souligner. Oui, et d'ailleurs, on m'a dit hier, mais tes remerciements, ils sont au milieu du livre, ça n'arrive jamais. Enfin, Je pas au crois, milieu, mais tu vois. avant les annexes, je pense. Bah je oui, ne ils sais sont plus. avant Oui. les annexes. Oui. Donc, en fait, normalement, c'est les trois, c'est ça. À la fin. Et puis, c'est un texte, t'as jamais envie de lire les remerciements, c'est horrible, quoi. Si, je les ai lus. Pas les Oui, 11 pages, mais j'ai lu. Mais j'ai rédigé particulièrement quelque c'est vraiment chose. personnalisé, Voilà, en me individualisé. concentrant sur chaque personne et ce qu'elle avait pu m'apporter dans mon chemin. Et en fait, en vrai, j'ai eu 6 ans pour écrire mon petit texte. Donc, moi, les annexes et les remerciements, c'était le seul truc auquel je pouvais me raccrocher parce que ça, c'était facile pour moi. Remercier les gens, je pense à ça. Puis pendant 3-4 ans, j'écrivais. Bon, j'ai oublié plein de gens, hein, c'est sûr. Mais d'ailleurs, après, tu remercies ceux que tu as oubliés, Bah tu ouais. remercies les lecteurs qui ont Je suis lu jusqu'au désolée, bout. hein. Je me suis sentie Ouais, concernée. c'est gentil. Et les lecteurs qui ne sont pas arrivés jusqu'au bout aussi. Mais j'ai trouvé ce livre vraiment formidable. Ah, c'est gentil. Dans la conclusion de ton livre, donc tu écris une lettre au docteur Vigne, Oui. qui est très émouvante. Et j'avoue que dans la préface, le docteur Vigne fait une intro et il te répond. Il répond à ta lettre. Et j'ai relu la préface et sa lettre après avoir lu tout le livre. Parce que finalement, la préface et la lettre se sont éclairées d'une façon complètement différente après avoir lu tout le livre. Et j'ai trouvé ça très très émouvant, que ce soit ta lettre et la sienne, vraiment. On voit ce rapport que vous avez tous les deux, qui est plus qu'un rapport, en fait c'est même pas un rapport de médecin-patient, c'est un rapport vraiment au-dessus de tout ça. Alors tu disais que tu avais eu du mal à le terminer, tu ne savais pas comment conclure toute cette histoire. Alors il est bien effectivement aujourd'hui déjà de nous dire où tu en es aujourd'hui. Après combien d'années Alors ce voyage a eu lieu en 2011. Donc 11 ans. Donc oui, merci. Où j'en suis Tu as l'air très bien dans ta peau, très bien dans tes baskets. Ouais, ça va. Ouais. Bah oui, je prends plus de médicaments. J'ai vraiment arrêté au bout de 6 mois de ce voyage fou. Et j'ai jamais eu besoin d'en reprendre. Et j'ai eu des épisodes un peu pas bien. Comme tout le monde. Ça arrive à tous. Ouais, ou peut-être un peu de dépression, peut-être aussi. Hein. Tu as un équilibre aussi familial maintenant. Oui, tu as non, mais c'est ça. Tu as un mari, donc tu as Puis tout un contexte familial. Bien. Enfin, oui, j'ai rencontré une personne merveilleuse aussi avec qui je vis, avec qui on partage tout. C'était mon meilleur ami. Donc en fait, quand je reviens d'Inde, je vais hyper bien. Je suis transcendée, je suis complètement exaltée, je suis dans un état... et je me dis, mais ça va finir par redescendre ce truc-là. Je suis bipolaire, moi, ça va redescendre. Et puis en fait, je rencontre Julien. Enfin, je rencontre pas Julien, on était meilleurs amis depuis des années. Et en fait, je me rends compte que c'est lui, mon amoureux. Oui, tu as un regard... J'ai un regard qui change complètement sur tout ce que je me dis, mais tellement d'amour pour un homme, et allons-y, quoi. C'est l'amour de ma vie, cet homme-là. Et donc, on se marie, on a un enfant, puis 2 enfants, puis on s'installe en Bretagne. Et en fait, je trouve mon équilibre au bord de la mer avec Julien. Puis Julien est musicien.
Donc en fait, au départ... Oui, parce qu'on n'a pas parlé de l'importance de la musique dans ta vie. C'est très important. Très important. Et en fait, quand je reviens en Inde, ce qui me relie à Julien, c'est que j'arrive avec quelques chansons et je lui dis, tu veux pas m'aider à en faire quelque chose? Parce que tu chantes. Voilà, parce que je chante. Et tu as pris des cours de chant? Oui, mais vers 16 ans, je faisais partie du jeune chœur d'Île-de-France dirigé par Francis Bardot. J'ai été acceptée dans son chœur de jeunes et c'était génial. On chantait dans les plus belles églises de Paris, on chantait les plus beaux morceaux. Donc ça aussi, ça c'était très spirituel quand même. Quand on chante un requiem de Mozart, je crois que c'était à Saint-Eustache où c'est extraordinaire. Ah ouais, moi j'en ai à nouveau parce que vraiment c'est d'une rare beauté. Enfin, ça te transcende, c'est très fort. Donc quand tu pars en Inde, tu as une sorte d'inspiration musicale, c'est ça? En fait... Parce que tu disais que tu étais revenue avec des chansons, des idées. Oui, c'est vrai que j'ai écrit des textes avec des airs qui me sont venus, oui. En fait, l'histoire, c'est que j'étais soprane, donc c'est la voix super aiguë. Et j'étais pas capable de chanter un joyeux anniversaire autrement que joyeux anniversaire. J'avais une voix qui s'intégrait pas du tout dans le monde. Et j'étais comme ça, au perché, dans mon truc de soprane, à chanter des trucs de Mozart dont personne ne comprend. Enfin, voilà. Et en fait, avec l'Inde, le mantra, c'est ces sons en sanskrit qui font partie des prières. Donc la répétition du Om, par exemple, c'est le premier mantra, c'est Om. Et donc le chant du Om... Qui sont plutôt bas. Et oui, qui nous invite à aller faire vibrer les espaces de notre corps et avec une notion très intérieure du son. En fait, on ressent le son qui fait vibrer l'intérieur de notre corps. On ferme les yeux et on ressent. On n'est pas là à projeter une voix qui va faire tel effet. On est à ressentir et à se guérir soi-même en fait par le son qui sort, qui nous pénètre de notre corps. Toutes nos cellules en fait, tu vois. Et donc ça c'est une découverte extraordinaire aussi pour moi. Ces chants-là, ces mélopées, ces psalmodies, tu vois, tout ça. Waouh. Et je me mets à chanter des ohms graves. Et là, je me rends compte de toute une partie de ma voix que j'ignorais totalement. Et je me rends compte qu'en fait, mon rêve qui a toujours été de chanter devant des gens, je peux chanter de la pop, en fait. Et je redécouvre, je chante Céline Dion, je chante tout le monde, en fait. Je sais chanter tout le monde. Et je sais chanter Stairway to Heaven, des trucs que j'adore, que je sais chanter, en fait, avec une voix plus posée, plus grave. Et donc, je me mets à écrire des textes et à libérer cet auteur, compositeur, interprète qui est en moi. Et ça commence avec Julien et tout. Mais en fait, la vie avec Julien, on n'a toujours pas fait un truc... concrétisé dans la musique. Mais avec les enfants, avec plein d'autres choses. Voilà, exactement. Et puis là, tu as ton livre, donc un certain pan de ta vie, ça y est, c'est fait. Maintenant, tu vas peut-être, justement... en effet, j'avais minimisé l'importance et la présence de ce livre qui, en fait, était tellement important et que j'essayais de m'y soustraire, je pense. J'essayais à tout... je me disais, mais je veux pas écrire, je veux être musicienne, moi, je veux être chanteuse, mais je veux pas écrire un livre. C'est pourquoi ça met tant de temps. Mais en fait... tout va peut-être se construire là-dessus maintenant. Ça va être la base de tout le reste. En fait, c'était mon chemin et en fait, ce livre-là devait exister. Il a sa place dans ma vie et il est important. Et il est déjà super important quand je vois ce que ça fait dans ma famille. Enfin, c'est important. Il y a quelque chose qui est très libérateur. Oui, puis tu as été très courageuse. Merci. Parce que ce n'est pas évident de se mettre à plat, à nu, comme ça, avec tout ce que tu décris, tous tes ressentis, tes impressions, ton mal-être, tes joies, tes écartades aussi. C'est-à-dire, c'est pas évident. En fait, plus je rentrais dans le détail et plus je sentais que c'était libérateur et thérapeutique, en fait. Donc, ça a été vraiment, allez, on y va, on lâche... Moi, je veux guérir, quoi. C'est bon, j'ai pas envie de... Quand j'ai vu la lumière de ces maîtres et que j'ai vu cette paix de l'esprit à laquelle on peut aspirer, je l'ai ressenti, je suis très sensible. Donc, moi, quand je vois un maître et que j'entends que il n'a pas de pensée. Il n'a plus de pensée, il est dans son cœur tout le temps et dans la joie.
Et il te dit que c'est ton potentiel humain et qu'on a tous ça. Ah ok, bah allons-y, on lâche tout et on y va, quoi. Donc moi, le chemin, ça a été comme une évidence. J'ai pas senti que j'avais le choix, vraiment, en fait. Mais au fait, Marie, c'est bien toi sur le livre? Mais tout à fait, c'est une photo que Julia, ma Julia, ma meilleure amie, qui a pris, elle m'a pris en photo quand on était en Inde pendant le voyage, et c'est incroyable qu'elle soit là, quoi. Voilà. Elle est magnifique. Ouais. D'ailleurs, à un moment donné, Merci. effectivement, je crois que c'est la petite fille, non? Oui. Ou la maman, je ne sais plus. C'est la petite fille qui me trace sur le front un petit... Alors elle me traçait une petite lune. Une petite lune. Oui. Tu sais, le croissant Oui. et le rond au-dessus. C'était joli. Et là, c'était en sortant d'un temple, le prêtre, paf, nous colle un truc, et Julia me prend en photo. Et Ouais, c'est magnifique. Et voilà, et la photo, on a perdu la qualité. Donc j'étais très surprise qu'on arrive à la garder en couverture, et c'est peut-être le fait d'être passé en noir et blanc qui fait que ça marche, quoi. Mais je pense que c'était une perte de contrôle que d'accepter que le livre sorte, qu'il y ait une couverture. Là, on a réussi à tout combiner. Le distributeur, enfin tout. Tout le monde était d'accord, et il y a eu une espèce de waouh, c'est ça, et on était tous ok. Quand ça doit se faire. Ouais, là, c'est juste. Donc très heureuse du résultat, et puis que ce soit la photo de Julia, ça fait sens quand on lit le livre. C'est la boucle. La boucle est bouclée, exactement. Tout le monde est là. Voilà. Et Anne, qui m'a aidée, Anne Paris, tu vois, qui m'a aidée à rencontrer Mishka et Tigrane. Donc tout le monde est là. Tout le monde est là. C'est chouette. Super. Merci. Merci à toi. Merci. C'est trop bien.